Le plus grand secret du bonheur, c'est d'être bien avec soi, a dit Socrate. Mais peut-on être bien avec soi lorsque nous traversons des épreuves, la maladie ou la perte d'un être cher? Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui n'est pas souvent mis en lumière, les familles des personnes qui souffrent du cancer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue sur la Women First TV. Le cancer est la principale cause de décès prématuré. Selon une étude, au Sénégal, les 4 principaux cancers sont le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus, le cancer de la prostate et le cancer du foie. C'est un long chemin pénible pour les malades, mais c'est aussi un chemin pénible pour les familles de ces malades. Alors aujourd'hui, pour en parler, nous avons 3 invités sur notre plateau. Dr Diop Soukeina, qui est docteur en psychologie clinique. Bonjour Dr Diop. Bonjour Prisca. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Merci. Nous avons aussi 2 invités qui ont accepté de venir témoigner sur ce plateau, qui ont pris ce courage à 2 mains pour en parler. Nous leur donnerons des noms d'emprunt. Bonjour Émilie. Bonjour madame. Merci d'être venue sur ce plateau. Merci à vous de m'avoir invité aussi. Merci. Et nous avons aussi Ibrahim qui a aussi accepté de venir témoigner. Bonjour Ibrahim. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Alors, nous allons commencer avec Émilie. Émilie, vous avez perdu votre frère il y a quelques mois et je vous souhaite vraiment toutes mes condoléances. Merci. Pour cette perte qui est très pénible. Oui, c'est très douloureux. Il avait le cancer du poumon, oui. Il avait le cancer du poumon. Après, ça s'est propagé au cerveau aussi. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de lui, des bons souvenirs que vous avez avec lui? Effectivement, lui, c'était l'aîné de la famille. Donc, comme nous avons perdu notre papa très tôt, donc on peut dire que c'était lui le papa. Donc, il était là, il a arrêté ses études très tôt pour nous, ses petites sœurs. Du coup, voilà, je peux dire que c'était le socle de la famille. À part moment, c'était lui, c'était l'autorité et tout. Et vraiment, on avait d'excellentes relations. Voilà, il était là pour nous comme si notre papa était là. Oui. Donc, sa perte a été très, très, très douloureuse. Je suis vraiment désolée. Ouais, c'est comme ça. Mais comment vous avez découvert son cancer? En fait, lui, il commençait à tomber malade. Il toussait beaucoup. Nous tous, on s'inquiétait comme il fumait. Nous lui avons demandé d'aller à l'hôpital parce que nous, on pensait plutôt à la tuberculose. Vous voyez, du coup, quand il est parti à l'hôpital, on lui a donné un traitement, mais on lui a aussi demandé de faire des analyses. Mais lui, à son arrivée, il ne nous a pas rendu compte fiablement. Il a juste dit que voilà, c'était peut-être parce que comme nous, on est une famille asthmatique, c'était en premier lieu son asthme en fait, qui venait comme ça. Mais par contre, en dessous, lui, il faisait ses analyses. Après, quand il a eu les résultats aussi, c'était en 2019, il n'a rien dit. Mais là, il a dit que c'était la tuberculose. Comme tout le monde le sait, maintenant, la tuberculose, ça se soigne vite fait et tout. Donc nous aussi, on avait eu confiance en lui. Mais lui, il savait. Mais quand même, il avait fait un déni. Et malheureusement pour lui, il n'a pas suivi le traitement après les résultats. Donc c'est après, vers 2020, que ça a commencé vraiment à le fatiguer. Lorsqu'on l'a ramené à l'hôpital et tout, j'étais avec lui. Là, son médecin, lui, il connaissait son médecin, il se connaissait bien avant. Son médecin m'a directement dit qu'il fallait une intervention, on devait faire une intervention, il fallait l'opérer du poumon et enlever le truc. Donc moi, je ne savais pas ce qui se passait exactement parce que lui, il ne disait rien. Il cachait aussi son dossier médical et tout, comme vous savez. Après, c'est le jour de l'opération, quand on m'a donné l'anapathe pour faire l'analyse, que je l'ai amené au laboratoire. Alors là, je leur ai demandé, mais ce type d'analyse-là, c'est pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas médecin. Voilà, j'ai suivi un autre domaine. Ils m'ont dit, c'est parce qu'ils m'ont dit qu'on doit l'amener à l'extérieur et tout, ça va prendre peut-être un mois pour avoir les résultats et tout, alors que lui, il était malade. Je me dis, mais pourquoi c'est aussi compliqué et tout? C'est pourquoi, en fait,
Après, la dame m'a expliqué c'est pour qui exactement. Je lui ai dit c'est mon grand frère. Et elle m'a dit voilà, en fait, on doit regarder le taux de métastase en fait. Dès que j'ai entendu ça, moi j'ai compris. J'ai dit d'accord. Jusqu'à présent, lui, il faisait le déni. Moi, je lui ai rien dit. Comme il était en convalescence et tout. Bon, j'ai attendu qu'il rentre à la maison. Quand la plaie est guérie et tout, j'ai demandé à ma maman, parce qu'elle aussi, elle commençait à s'inquiéter. Nous, toute la famille, on a commencé à comprendre en fait. J'ai demandé à tout le monde de venir. Ils sont tous venus. Je leur ai dit, mais bon, il faut lui parler en fait. Il faut qu'il sorte son dossier médical et qu'il nous parle franchement. Parce que moi, c'est ça qu'on m'a raconté au laboratoire. Et quand j'ai fait mes recherches sur Google et autres, le taux de métastase, c'est un cancer qu'on regarde son taux de métastase. Et c'est pour voir comment la maladie a évolué dans le corps. Donc c'est là qu'il a dit que oui, moi j'ai pas ça de toute façon. On n'a qu'à attendre les résultats de l'analyse. Malgré la pression familiale et tout, il n'a pas voulu accepter ce qui lui arrivait. Donc c'est après quand on a reçu les résultats, on me l'a envoyé moi par mail, j'ai ouvert, j'ai lu, j'ai demandé à une très bonne amie qui est docteur, je lui ai demandé de venir et qu'on va lire ça ensemble. Comme ça, elle va m'expliquer ce qui se passe. Parce que je savais que mon frère, il nous cachait des choses. Donc c'est par là qu'elle m'a expliqué que voilà, le taux était assez élevé, qu'il fallait s'y prendre dès maintenant et tout. Et effectivement, quand on a donné à son médecin traitant, c'est ce qu'il a dit. Qu'il faut dès à présent qu'il commence la chimio, après la radiothérapie et tout. C'est là qu'il a commencé à accepter la maladie. Voilà, donc on était là, devant le fait accompli, on ne pouvait rien faire. À part l'épauler, l'accompagner et tout. Voilà. Et là, votre frère est décédé il y a quelques mois, en 2022. Oui, il est décédé exactement le 16 juillet passé. Est-ce que vous avez pensé qu'il y aurait un espoir quand même de guérison pour lui? En fait, moi personnellement, au début, oui. Quand j'ai reçu les résultats et que mon ami m'a interprété cela, bon, je me suis dit que puisque maintenant la médecine est assez avancée quand même, si on s'y prend dès à présent, ça peut l'aider. Parce que dans la famille, on a eu des cas. D'autres cas, on a eu des tantes. On a eu des tantes qui ont guéri. On a eu aussi des cousins qui ont guéri du cancer, des cousines et tout. Donc moi, j'avais espoir et toute la famille avait espoir. Et c'est des exemples que je donnais à la maman aussi. Parce que mon frère, on vivait que nous trois. Il y avait lui, ma maman, moi et sa femme. Et peut-être les enfants. Donc il n'y avait que nous trois qui étaient les responsables de la maison. Donc à chaque fois, je donnais espoir et sa femme et à ma maman pour leur dire que regardez tel cas, parce qu'on a eu des tantes très âgées qui avaient d'autres pathologies et qui ont guéri du cancer. Donc je prenais ces exemples-là pour lui-même lui donner espoir. Pour lui dire que regarde telle tante, elle avait le cancer, elle avait telle pathologie, mais elle a guéri et maintenant elle est toujours en vie et tout. Donc si tu te bats, tu vas guérir. Honnêtement, on y croyait nous tous. Et là, on discutait récemment et vous avez fait une estimation de 2019 à 2022 du coût de 45 millions. Ouais. Vous avez eu une prise en charge? Lui, il avait une prise en charge à 100%. 100%. Et heureusement, parce que c'était très difficile. Rien que le transport, c'était très difficile. Parce qu'arrivé à un stade, le malade ne pouvait plus marcher. Parce qu'il avait une paralysie partielle et tout. Donc, il n'y a pas de voiture dans la maison. Donc, on est obligé tout le temps de prendre des taxis qui viennent jusqu'au portail le prendre, l'amener à l'hôpital, aller chercher les brancardiers pour nous aider et tout, parce qu'on n'était que deux femmes. Ouais, c'était pas facile du tout. Et c'était à quelle fréquence? Hebdomadaire, des fois journalier. Ah oui. Parce qu'il lui arrivait de piquer des crises le matin, on l'amène à l'hôpital, on lui donne le morphine, ça se calme. Le soir à 3 heures, il pique encore une crise, on est obligé de l'amener. Parce que, comme vous connaissez, la morphine, on ne le donne pas comme ça. Non. Il y a tous les hôpitaux qui sont autorisés de le donner. Donc, on est obligé de l'amener à l'hôpital. Donc, c'était pas facile du tout. Et des fois, quand les médicaments manquaient aussi, pour la chimio,
Et ça arrive très très souvent. On était obligé de débourser 126 000 francs par séance. Combien de séances par semaine? Bon, eux, ils lui faisaient chaque semaine, chaque 3 semaines, une séance. Après 4 séances, il fait une pause de 1 mois, 2 mois. Après l'évaluation, il reprenait. C'est comme ça. C'est pas facile. Non, du tout, c'est pas facile. C'est pas facile, mais heureusement, bon, comme vous savez, je suis professionnelle. Mais heureusement que, voilà, mon travail, ils n'étaient pas aussi exigeants que ça. L'essentiel pour eux, c'était que j'accomplisse mes objectifs. Du coup, cela me permettait de l'assister des fois. Des fois, je travaillais à la maison. C'était juste après Covid, donc on était encore en télétravail. Donc, c'était pas facile. Et aussi, comme notre mère aussi était âgée, elle ne peut pas, des fois, je suis au bureau, il fait une crise, donc elle est obligée d'aller dehors, demander de l'aide pour pouvoir le sortir de la maison et l'amener à l'hôpital. Donc il y a tout ça là. Bon. Et ses enfants aussi, qui le regardaient pleurer comme ça. Il y a son enfant, son petit de 2 ans et demi. Quand il pleurait, il disait « Maman, viens voir papa, il pleure. Viens lui dire de se taire. » Donc c'était comme ça. Je suis vraiment désolée. Ouais, c'était comme ça. Merci beaucoup. Nous allons passer à Ibrahim. Vous aussi, vous êtes dans une famille où vous avez perdu un être aussi cher du cancer. Et je tiens aussi à préciser que vous avez une tumeur. N'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous avez découvert cette tumeur-là et est-ce que vous suivez un traitement qui vous soulage? Donc déjà, ça fait un peu plus de peut-être 10 ans. Je faisais que vomir. Pour quelle raison, on ne savait pas. On m'a dit que c'était le stress et tout. Bon, donc, hospitalisé, perfusion et tout, je sortais. Au bout de 10-15 jours, je sortais. Et en 2000, là, ça n'allait vraiment pas. Et les vomissements, c'était à tout moment, je vomissais pour rien, je vomissais. Donc, on m'a hospitalisé. Le médecin a dit qu'il fallait que je fasse une échographie, enfin toute une série d'analyses, échographie pulmonaire déjà. Ensuite, j'ai dû faire une IRM. À l'IRM, qu'on a découvert que, à l'échographie, excusez-moi, j'ai eu une hernie hiatale. On a découvert que j'avais une hernie hiatale. Et le médecin n'était pas très satisfait. Il m'a dit qu'il fallait qu'on pousse un peu pour voir. Et c'est là qu'on a découvert que j'ai une tumeur qui pousse entre le poumon et le cœur. Donc on ne sait pas la cause. De temps en temps, bon, je ne dis pas que ça a un lien, mais à l'origine c'était une hernie hiatale. La tumeur du jour au lendemain est en train de pousser, c'est une masse qui est en train de pousser. Donc là j'ai fait il y a quelque temps une biopsie, non, je dois faire une biopsie. Mais là, j'ai fait une série d'analyses, donc j'ai fait, comment on appelle ça, filéroscopie. On fait un prélèvement, d'autres séries d'analyses, comme dans le cas de son frère. Je suis désolé pour votre frère. Il faut attendre aussi 3 mois pour avoir les résultats. Jusqu'à 3 mois. Il faut attendre plus de 3 mois pour avoir les résultats. Donc voilà, j'essaie de le faire avec. Et bon, je n'ai pas de traitement à prendre pour le moment. J'arrive à gérer ça psychologiquement. Ma mère est décédée d'une leucémie en 82, j'avais 6 ans, donc voilà, c'était pas évident de vivre déjà sans maman parce que j'étais très attaché à elle. Et j'ai dû vivre sans. Bon, c'est vrai que j'avais mon père et tout, mais c'était pas tellement ça les relations. Et quand vous avez un manque d'affection, surtout maternelle, au fur et à mesure que vous grandissez, qu'il y a des problèmes et tout, c'est pas évident. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas encore de retour des résultats? Non, j'attends fin décembre. Et comment vous faites pour pouvoir vous soulager? Parce qu'il y a forcément des douleurs. Oui, en fait, déjà je suis quelqu'un de très têtu, donc et je prends pas à la légère, mais j'essaie de relativiser, voilà. Il y a des moments où je n'y pense même pas. Il y a des moments où je n'essaie pas d'y penser parce que déjà quand j'étais hospitalisé, j'ai vu des personnes dans le même cas que moi. Leur cas est beaucoup plus critique, ils sont couchés, ils n'arrivent pas à vaquer leur occupation. Moi, je remercie le bon Dieu, je vague à mes occupations. J'ai 2 autres maladies qu'on m'a découvertes. Bon, j'essaie pas de... J'en fais pas un problème en fait. C'est pas évident pour beaucoup de personnes. Parce que quand j'étais hospitalisé la dernière fois pour je devais faire la biopsie, en discutant avec le médecin et les 2 anesthésistes, la manière dont j'ai réagi, ils étaient étonnés. Ils me fait, mais monsieur, vous savez que vous êtes malade? J'ai fait oui. Moi, par rapport à ceux qui sont là, je suis en meilleure santé. Donc j'essaie de le gérer psychologiquement à ma manière. Je rigole avec tout le monde. Même certains membres de la famille, j'utilise la maladie comme une blague, pour ne pas trop les stresser, parce que entre les oncles et ma soeur déjà, qui s'inquiète énormément. Donc j'essaie de gérer ça, moi-même personnellement et autour de mon entourage.
Maintenant, est-ce que vous pensez que c'est une tumeur qu'on peut éradiquer? Je l'espère, on verra après les résultats. Mais c'est pas eu de temps, j'ai soit une gêne. C'est comme ça que je peux l'exprimer parce que je peux pas dire, je peux pas expliquer d'une autre manière, mais j'ai une gêne, mais vraiment c'est désagréable. Mais je fais avec. Bon courage à vous. Merci. Docteur Joe, souvent, lorsqu'on affronte justement ce genre de diagnostic, comme dans le cas de Ibrahim, en général, il y a cette peur-là. Parce qu'on a aussi parlé avec plusieurs autres personnes qui ont eu ce genre de diagnostic. Et il y a cette peur qui s'installe, la peur des traitements, la peur de mourir aussi, la peur de mourir de manière atroce, comme dans le cas de son frère. Mais il y a aussi une autre peur qui est non négligeable, la peur que cette maladie change les relations avec la famille. Est-ce que vous pensez qu'on peut affronter ces peurs-là? Comment est-ce qu'on peut affronter déjà en tant que malade ou bien en tant que famille? Eh bien, ce que j'ai retenu de ces témoignages, je pense que vous êtes des personnes qui ont beaucoup de courage parce que affronter sa propre maladie ou la maladie d'un proche, c'est un combat de tous les instants. C'est quelque chose de très difficile à gérer au quotidien, dans son propre regard, dans le regard de l'autre. Et souvent, il y a ce côté dans le rapport à un proche où on veut même le protéger de sa maladie en ne le regardant pas comme quelqu'un de malade. Et donc, c'est difficile pour soi-même de faire semblant qu'on va bien, alors qu'on sait que c'est grave. Et dans la communication avec l'équipe soignante aussi, on entend le message et l'autre ne l'entend pas bien, mais nous on a bien compris, on doit faire semblant que ce n'est pas si grave parce que sinon on se dit que tout ce qui retient la personne de lâcher ses efforts, c'est la volonté et qu'une mauvaise nouvelle peut éliminer la volonté et que c'est ça qui risque d'anéantir la personne pour les derniers moments à passer. Ce que moi je retiens en tout cas comme point fort dans les interactions en tout cas que j'ai eues avec des personnes dans ce contexte-là, c'est la réalité et l'inévitabilité de la mort. On va tous mourir un jour. On est tous à égale distance de la mort, que la personne qui a le cancer et la personne qui ne l'a pas. On peut être en très bonne santé, sortir devant la porte de sa maison et se faire écraser par une voiture. Il n'y a aucune raison qui disait qu'on allait mourir ce jour-là. Et pourtant, on n'est pas malade, on n'a pas été diagnostiqué, on n'a pas eu un problème, on n'avait même pas de douleur. Alors qu'une personne qui est malade, c'est la souffrance en fait qui la distingue de la personne qui est en bonne santé et qui meurt de manière subite ou soudaine. Et quelque part, la maladie, c'est surtout le combat contre la douleur, le combat contre le regard d'autrui. Et c'est ce qu'on vit en tant qu'accompagnant et en tant que malade, parce que le mot cancer est chargé de pas mal de sens. Cancer, ça fait peur, ça donne l'impression d'une maladie qui nous tient et qui ne va pas nous lâcher. L'impression qu'on reçoit souvent des témoignages de personnes qui ont eu le cancer une fois, donc on se dit qu'il y aura des récidives. Et donc c'est comme si c'était une maladie chronique pour le reste de la vie de la personne. Or, de nos jours, beaucoup de cancers sont résorbés et beaucoup de personnes qui ont eu le cancer dans des années finissent par le dépasser, par vivre leur vie normalement et par mourir d'une autre cause, naturelle parfois. Et rien ne dit que, justement, en fait, le fait d'avoir eu cette maladie fait que ça les rend plus regardants sur plein d'autres éléments de leur vie et que peut-être qu'ils seront plus protégés face à d'autres situations, ils feront plus attention à leur alimentation, à leur mode de vie et que ça les protégera et que ça leur accordera une vie de meilleure qualité pour la suite de leur vie. Voilà, maintenant la question de comment est-ce que les proches peuvent être accompagnés. Il existe maintenant quelques petites associations, il n'y en a pas beaucoup, mais la LISCA et House of Peace and Sharing, HPS, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ces associations, mais ils font un très bon travail dans le soutien, dans l'accompagnement à la fois des malades et de leurs proches, dans les groupes de parole qu'ils organisent, dans le soutien qu'ils accordent en termes d'écoute aux personnes pour discuter et s'organiser, collaborer ensemble pour trouver des façons juste d'abord du soutien au moins social ou émotionnel. Maintenant, le cancer, vous l'avez souligné vous-même, c'est une maladie très coûteuse. Votre frère avait beaucoup de chance, il avait une assurance santé. Tout le monde n'a pas cette chance. Et même ceux qui ont une assurance santé n'ont pas une assurance santé totale ou complète. Et vous avez dit, même les choses annexes comme le transport, les repas des personnes qui accompagnent, toutes ces choses-là sont des coûts associés qui sont très chers, qui changent complètement la dynamique parce que la personne qui accompagne, elle ne peut pas travailler. Et si elle ne travaille pas, elle ne gagne pas d'argent. Et si elle ne gagne pas d'argent, elle a d'autres choses qu'elle ne peut pas régler. Il y a plein d'autres impacts qui ont des conséquences sur le long terme, sur la santé de la famille après. Comment ça va se passer après ? Comment ça va se passer, oui. La scolarité des enfants qui sont dans la maison, qu'on ne peut pas prendre en charge
socialement, on n'est pas présent pour les suivre parce qu'on est occupé avec la personne qui est malade. Ces enfants n'ont pas forcément vont pas forcément avoir de suivi scolaire et donc l'année scolaire ne va pas bien se passer. Ça va engager peut-être des difficultés sur l'année scolaire suivante. Et ce sont des coûts humains associés à la maladie. Et on met tout ce qu'on a dans le soin de la maladie parce qu'on se dit que quand on aura vaincu la maladie, tout sera plus facile. La réalité, c'est que la vie doit continuer même pendant la maladie. On doit donner notre attention à la personne malade, mais la vie doit continuer même pendant la maladie. Parce que sinon, la personne qui est malade, même si on lui accorde tout et qu'elle s'en sort, elle aura beaucoup plus à gérer après de toutes les conséquences de la maladie. Et c'est dur sur le tas, au moment où on est dans la situation de voir cette hiérarchie d'importance. Parce qu'on a les mains sur le volant et qu'on essaie de conduire alors qu'il fait nuit et qu'on ne voit rien du tout. C'est très difficile, on n'a pas de visibilité sur le futur et c'est ça le problème du cancer. C'est qu'on ne voit plus rien, c'est le manque de visibilité. C'est le fait qu'on est dans un espace sombre. Il y avait dans les différents témoignages, parce que moi je suis spécialiste de la prise en charge des personnes qui ont subi des hystérectomies et des mastectomies dans le cadre de cancers gynécologiques du sein ou du col de l'utérus. C'est deux cancers que vous avez mentionnés plus tôt. Et donc j'ai animé plusieurs fois des groupes de parole avec des femmes qui ont subi ces opérations et qui ont fait des parcours de soins avec chimiothérapie, radiothérapie et opérations chirurgicales. Et elles disaient, la chimiothérapie, ça peint votre vie en noir. Toute la nourriture que vous mangez, ça a un mauvais goût. Toutes les personnes que vous voyez, vous ne pouvez plus les supporter. Toutes les choses que vous regardez à la télé, à la fin, vous les aimez plus. Et il y a même des choses qu'on aimait faire, qu'on n'aime plus faire, si on les fait pendant qu'on fait cette chimiothérapie. Ben en fait, ça peint la vie en noir, pas seulement pour la personne qui est malade, mais pour toutes les personnes. Pour toutes les personnes qui sont autour de ce malade. Il y a une dame qui m'a dit, pendant l'entretien, on a mis juste une bouteille d'eau sur une table, elle m'a dit, je ne peux plus boire cette marque. Et je lui ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, c'est la marque qui donnait à la clinique quand j'étais malade. La différence dans le goût de l'eau n'a pas de sens, mais ça fait partie de la peinture noire qu'elle voyait. Et c'est une ambiance, en fait. On est dans une ambiance où comme l'a décrit Émilie, on doit aller chercher le taxi, qui doit venir devant la porte, on doit aller jusqu'à la clinique. En fait, c'est tellement lourd de choses que quand la fin est arrivée, quelque part, c'est un soulagement pour la famille de se dire, au moins lui, il est parti assez tôt pour ne pas sentir notre difficulté. Et c'est ce qui est difficile, je pense, dans le quotidien de l'accompagnement. C'est vrai. Aussi bien pour les malades que pour leur famille. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous voulez rajouter quelque chose? Effectivement, je vais rejoindre le docteur dans cela. Parce que moi, mon frère, à un moment donné, c'est ce qu'il disait. Il priait Dieu de le prendre, en fait. Parce qu'il voyait comment nous, on se fatiguait pour lui. À chaque fois qu'il faisait ses crises, après avoir pleuré, il dit au bon Dieu, voilà, puisque c'est comme ça, je te demande de me prendre maintenant. Parce que je ne peux pas laisser ma maman comme ça. Moi, à chaque fois je lui dis, mais si tu pars, qui va regarder, qui va voir, qui va veiller à tes enfants, sur tes enfants, en fait. Parce que moi, je te dis, je ne suis pas là pour ça, hein, pour au moins le ramener, en fait. Lui, il me dit, mes enfants, ils auront l'avenir devant eux, mais ma maman, elle ne doit pas souffrir pour moi. Il y avait un lien fort entre votre frère et votre mère. Oui, parce que c'est l'aîné. Ma maman, elle s'est mariée très tôt, donc elle a eu très tôt des enfants. C'est comme son petit frère, en fait. C'est comme ça. Même ma maman, jusqu'à présent, c'est ce qu'elle dit. Elle a dit qu'elle n'a pas perdu son fils, mais elle a perdu son petit frère. Parce qu'elle s'est mariée presque à 13 ans. Elle a eu ses enfants. Mon frère a presque 15-16 ans. Donc, elle était encore enfant quand elle a eu son fils, qui est parti comme ça, et elle dit que c'est pas normal que les enfants partent avant leur maman. Oui. C'est ce qu'elle, jusqu'à présent, c'est ce qu'elle dit. Elle dit que c'est pas normal que les enfants partent avant leur maman. Donc il y a tout ça là. Comme dit aussi le docteur, ces enfants l'année passée, leurs résultats ont beaucoup chuté. Parce que comme quand ils faisaient les crises le soir, le matin les enfants disaient qu'eux ils vont pas à l'école. Parce qu'ils ne vont pas laisser leur papa comme ça. Donc moi, quand il faisait ses crises, je lui disais, bon, il ne faut pas pleurer à haute voix et tout, parce qu'il y a les enfants qui sont là.
Mais n'empêche qu'ils entendaient en fait. Ils venaient, ils disaient papa. C'est parce qu'ils souffraient. Voilà. La douleur est extrême dans ces moments. C'est extrême. La douleur est extrême dans ces moments. Extrême. C'est ça. On veut juste exprimer. Voilà. Mais c'est une douleur il ne pouvait qui est que pleurer. impossible à contenir. Impossible à contenir. Il ne pouvait que pleurer. Des fois, il sortait de la maison alors que nous, on n'en savait rien. On était en train de dormir. Jusqu'à un espace où il n'y a personne, c'est là-bas, il se met. Après, c'est les gardiens du quartier qui le ramenaient en fait. Pour vous dire comment c'était douloureux. Il était fatigué. Il était trop fatigué. Il était comme à des docteurs. Moi, je me dis que son décès a été un ouf de soulagement et pour lui et pour notre mère. Parce Comment est-ce qu'elle se sent, votre mère, aujourd'hui? Actuellement, elle se reprend parce que nous tous, on est revenus. Bon, même ses enfants qui n'étaient pas plus dans la maison, il y en a qui sont revenus pour la soutenir. On lui paie des voyages, voilà. On ne la laisse pas tout le temps seule. Moi, maintenant, je dors avec elle. Mais je vous dis, la nuit, elle me réveille et des fois, elle me demande si réellement son fils est parti. Ah oui? Des fois, elle me demande comment je vais faire avec ses enfants. Des fois, elle me dit, est-ce que je ne vais pas le rejoindre? Je lui dis, mais si tu pars le rejoindre, moi, je ne vais pas être là à gérer les enfants. Il faut que tu restes là pour gérer ses enfants. Parce qu'il t'avait confié ses enfants. Uniquement pour la retenir et la ramener. Et comment va son épouse? Elle, vraiment, c'est pas facile pour elle. Parce qu'il avait eu un premier mariage, il avait divorcé, donc c'est son deuxième mariage. Et elle est très jeune aussi. Elle a juste eu un enfant, un fils avec lui. L'enfant aujourd'hui c'est son anniversaire d'ailleurs. Mon anniversaire. Que j'avais même oublié, donc je dois passer quelque part l'acheter. Il m'a dit ce matin que c'était mon anniversaire. Je lui ai dit, bon, je vais t'amener un gâteau. Donc, il fête aujourd'hui ses 3 ans. Il a 3 donc, ans. Oh. Ouais, donc, leur mariage est très, très récent. C'est récent. Voilà. C'est juste après la naissance de son fils là qu'il a découvert la maladie. Donc, c'est vraiment la famille. Bon, nous, les sœurs et les frères, quand même, on est beaucoup plus forts. Peut-être qu'on est plus jeunes et qu'on comprend beaucoup plus de choses. Et qu'on a vu beaucoup plus de cas. Mais avec ma maman, honnêtement, nous-mêmes, on est inquiets. Là, on appelle même ses soeurs, ses frères du village, si quelques-uns peuvent passer quelques jours à la maison et repartir et tout, uniquement pour essayer de la consoler. On se dit que c'est juste passager, que ça va passer, mais bon, ça commence à durer quand même. Docteur Diop, est-ce que ça passe facilement, réellement? Je pense que la question du deuil n'est pas liée au cancer. Je pense le deuil, c'est un processus qu'on peut et qu'on doit traverser dans toutes les pertes, que ce soit les morts naturelles ou bien les pertes simplement perdre quelqu'un ou alors les séparations. C'est un processus naturel qu'on a besoin de souffrir, qu'on a besoin de vivre pour se reconstruire. Soi-même, on doit faire parfois le deuil de quelque chose qu'on ne pourra pas avoir ou qu'on n'a pas eu. Et c'est un processus. Pour pouvoir profiter, apprécier ce qu'on aura ensuite, on a besoin de perdre. De perdre la chose de manière saine. Et souffrir de la perte d'un être cher, c'est sain. Parce que si jamais on n'en souffre pas, on garde cette impression surréaliste, oui, que la personne n'est pas vraiment partie, qu'elle va bientôt revenir, et que c'est temporaire. Et c'est un processus qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un petit espoir, finalement, on revient dans une dépression, dans une tristesse. Et c'est pas sain parce qu'on reste dans un processus où on espère toujours quelque chose. Faire son deuil, aller jusqu'au bout de la souffrance que cela coûte pour ensuite passer à autre chose, c'est un processus sain qu'on doit traverser pour accepter la réalité que la personne n'est plus là. Okay, je ne sais pas si je peux peut-être aider par rapport à votre neveu, parce que j'ai perdu ma mère, j'avais 6 ans. Et ma mère, on se voyait entre 2 avions, parce que c'était ou à l'hôpital ici à la Principale, ou en France. Et à sa mort, c'est surtout pour un enfant, on sent carrément, oui, les grandes personnes, parce que le papa, il en a souffert aussi, mais les enfants aussi, il n'a plus de repères. Tout, c'est un garçon, et un garçon en général est attaché à son père. Donc essayer, je ne dirais pas que vous pourrez remplacer le papa, c'est pas possible. Mais il faudra être tout le temps avec le petit, lui parler et lui expliquer comment c'est. Moi, c'est comme ça que certaines tantes, des oncles m'ont expliqué. On a grandi avec, mais j'en ai souffert. Et c'est très dur. C'est très dur. C'est très dur. Parce que lui, son aîné, c'est un garçon aussi. Il a 12 ans, il fait CM2 cette année.
Mais c'est lui, je pense, qui comprend le mieux et qui en souffre le plus actuellement. Il est plus grand. Il est plus grand, oui. Et lui, il a assisté, on peut dire, jusqu'au dernier moment. Il ne voulait pas lâcher son papa. Parle-lui de son père comme s'il était là tous les jours, parce que moi, je ne l'ai pas eu. Je l'ai pas eu, je peux vous dire, entre 6 et peut-être 17, 18 ans. Les autres, les temps, ils étaient là, d'accord, mais quand j'avais vraiment besoin d'explications, ou voilà, de savoir qu'est-ce qui s'est passé, il n'y avait personne. Et avec mon père, il n'en parlait plus. Donc on grandit avec des questions, avec des inquiétudes. Bon, j'aurais jamais imaginé que j'aurais un cancer ou bien une tumeur. D'accord, je ne fais pas le rapport parce que c'est pas contagieux, c'est pas héréditaire. Voilà. Comme vous dites, ça arrive. Une personne sort, elle meurt tout de suite. Ou, voilà. Mais il faudra vraiment essayer de le soutenir. Effectivement. Parce que j'ai eu à faire 5 tentatives de suicide. J'ai eu à faire 5 tentatives de suicide, c'est pas évident de grandir sur ta... J'étais très très attaché à ma mère, malgré que c'était à 6 ans. J'ai des souvenirs qui me restent de ma mère, mais ça a été très difficile. Jusqu'à aujourd'hui, je souffre par rapport à ça. Si je peux me permettre d'ajouter un mot, quand j'entends l'effroi quand on dit tentative de suicide, moi j'entends ce que vous dites. Et il est fréquent à l'adolescence pour une personne qui a eu une difficulté, un deuil trop tôt, qui n'a jamais été un deuil, de vouloir tuer quelque chose en lui-même. Et dans la tentative de suicide, parfois la personne, elle essaie de tuer en elle-même ce qui est mort. C'est pas son existence à laquelle elle veut mettre fin. C'est cette chose qui est dans elle qu'elle veut tuer. Et donc, cette mère qui est déjà morte, parfois on la recherche dans le rapport à autrui, dans soi-même, et on ne la trouve pas. Et à l'intérieur de soi-même, ce à quoi on veut mettre fin, c'est cette relation qui est morte. Donc, quand on dit tentative de suicide, on a l'impression, on pense tout de suite à la religion, l'interdit, le fait de faire quelque chose qui est illégal, mais dans certaines tentatives de suicide, ce que la personne veut, c'est vivre. En fait, la personne veut vivre sa vie. C'est pour ça qu'on répète ce processus. Elle n'a jamais eu envie d'arrêter sa propre vie, mais elle a voulu avoir une vie. Et pour avoir une vie, il faut tuer ce en soi-même qui est mort. C'est un processus qui est violent, qui est difficile à décrire et qu'on ne peut pas forcément expliquer. Mais j'entends bien ce que vous dites. Je veux dire, la personne qui fait une tentative de suicide, elle ne veut pas forcément aller vers la mort, mais elle veut tuer ce qui en elle veut mourir. Et c'est abstrait comme processus, mais à l'adolescence, souvent, ça s'entend bien et ça s'observe. C'est de l'encadrer, avec les enfants. Effectivement, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Le plus grand, actuellement, il a des comportements, on peut dire des fois agressifs envers le plus petit, ou bien même avec nous, des fois, il fait des comportements que nous ne comprenons pas. Depuis aussi la maladie de son... Donc voilà, comme je vous ai dit, on n'est que des femmes à la maison. Donc on essaie de faire avec, de lui parler. Moi personnellement, j'essaie de le responsabiliser, de lui dire, voilà, toi, c'est toi-même qui as assisté à ton père jusqu'à son départ. Donc tu es l'aîné, tu as une petite soeur et un petit frère, tu ne dois pas te comporter comme ça. Tu dois être responsable, tu dois bien étudier. Heureusement, pour les études, voilà, il a repris goût aux études parce que vraiment, il se débrouille bien. Mais il a des comportements vraiment très bizarres et tout. On essaie de faire avec. Il y a un de mes grands frères maintenant qu'on a appelé pour qu'il revienne à la maison. Il est là. Lui aussi, il essaie de lui parler pour lui dire que voilà, tu dois pouvoir supporter pour ton petit frère et ta petite soeur. Parce qu'avec nous, c'était comme ça. Parce que nous aussi, on a perdu notre papa très tôt. Quand mon papa est décédé en 2000, donc moi, j'étais encore très petite. Donc, c'est avec mes grandes soeurs surtout qui étaient là. La maman, elle devait se battre pour nourrir la famille. Donc, elle était commerçante. Elle n'avait pas trop de temps. Elle ne restait pas trop à la maison. Donc, mais nos grandes soeurs, elles étaient là quand même. Elles n'étaient pas encore mariées, donc elles étaient là à la maison. C'est elles qui s'occupaient de notre éducation, de l'école et tout. Donc, je peux dire qu'on n'a pas trop senti le départ de papa jusqu'à présent, on peut dire. Donc, on essaie de faire pareil avec eux. Malheureusement, il ne vit pas avec sa mère. Sa mère est en Mauritanie. Du coup, on lui a demandé d'aller, s'il veut vivre avec sa mère,
il dit non, lui, il veut rester ici avec sa grand-mère et tout. Mais des fois, comme vous venez d'expliquer, maintenant je comprends certains de ces actes et tout. Bon, moi, je ne suis pas passée par là-bas. Peut-être que voilà, j'étais un peu plus forte que ça. Mais lui, il a des fois des comportements, des fois agressifs. Des fois, il fait des choses, nous-mêmes, on ne comprend pas. On lui dit, mais ce que tu fais là, c'est quoi en fait? Pourquoi tu fais ça? Il tape même les enfants sans raison et tout. Même en dehors, il se bat tout le temps avec les autres. On essaie de lui parler, de le calmer. Bon, on essaie de faire avec, voilà. Parce que moi, je me dis que c'est juste une période. Peut-être que ça va passer. C'est ce que je me dis, que peut-être ça va passer. Si vous permettez, tout dépend de comment vous l'encadrez. Tout dépend de comment vous l'encadrez. Parce que, voilà, comme je dis, je l'ai vécu, c'est pas évident. Effectivement. J'en ai fait des bêtises, j'en ai fait des choses. Et c'est vrai, les oncles, les tantes, tout ça, mais il y a des moments, il n'y avait personne. J'ai dû, comme souvent je dis à des amis, j'ai grandi seul. Mon père était là, mais j'ai dû me débrouiller seul. Et c'est vraiment pas évident quand je tombais malade. Si avec lui et moi on ne s'entendait pas, je suis obligé de me débrouiller très vite. Voilà. Essayez de l'encadrer. Ne soyez pas agressif. Vraiment, ne soyez pas agressif à lui, n'essayez pas de le réprimander. C'est pas de sa faute. Mais c'est peut-être, en fait, c'est un appel peut-être un appel au secours. Effectivement. Il n'a plus de repères. Parce que quand ça n'allait pas, son père était là, même si, d'après ce que je compris, sa maman n'est pas là. Donc c'est quelqu'un sur qui il pouvait s'adosser, c'est quelqu'un sur qui il pouvait se poser et discuter et tout. Moi, par rapport à ma maladie, c'est ce que j'explique à mes enfants. J'aurais dit, j'ai ça comme problème. Et pour les habituer. Parce que voilà, j'ai perdu ma mère, j'avais 6 ans. Donc j'ai dit, à tout moment, je peux mourir, quelque chose peut m'arriver. Je suis direct avec les enfants, je discute avec eux. Je suis très ouvert avec les enfants, je suis très ouvert avec tout le monde. Donc je préfère être franc avec eux. Leur grand-père est décédé d'une crise cardiaque, c'était pratiquement devant lui. J'ai des problèmes cardiaques, donc ils voient comment ma santé décline et j'essaie de ne pas trop les inquiéter. Donc je blague avec eux, je blague avec tout mon entourage pour ne pas qu'eux ils stressent. Parce que j'ai des membres de la famille qui stressent. Et c'est vraiment pas facile. Donc si personnellement je n'arrive pas à gérer mon problème, ma santé, comme vous dites, les autres aussi vont en pâtir. Les autres aussi vont en pâtir. Plus surtout quand il s'agit des enfants. Donc essayez de l'encadrer, discutez avec vos frères, dites-leur que vous avez eu un exemple, quelqu'un qui a perdu sa mère à l'âge de 6 ans et voilà que ça y est, il y a différentes étapes. Mais je vous dis, si vous l'encadrez vraiment, discutez avec lui, qu'il soit ouvert. C'est pas quand il fait une bêtise qu'on le couvre, non. Il faut lui expliquer carrément que oui, ce que tu as fait, c'est pas ça, mais c'est pas sa faute aussi. Et souvent c'est aussi par rapport à l'entourage. L'enfant peut entendre par exemple qu'on parle de son papa, pas en mal, hein. Qu'on parle de son papa, ça déclenche quelque chose en lui. Je ne sais pas si je peux aider par rapport à ça, mais voilà, entourez vos neveux. Parce que le plus dur, c'est quand vous venez de, comme vous dites, c'est quand ils sont adolescents. Parce qu'à un certain âge, 14, 15, 16, 17 ans, un garçon, s'il n'a pas son père à côté, je ne vous dis pas qu'est-ce que c'est. Il y en a qui s'en sortent. J'ai essayé de m'en sortir. Ça va, je bosse, j'ai ma maison, Dieu merci, j'ai des enfants, mais ça n'a pas été facile. Et j'ai des séquelles. Entourez-le, discutez avec eux, même tous les membres de la famille, il faut en parler. En fait, le problème qui se passe, surtout en Afrique, certaines maladies sont tabous. Et c'est ce qui est très dangereux. Moi, je dis que c'est très dangereux. Par exemple, quelqu'un, il est mort, on fait, oh non, il est mort de maladie. Oui, mais il faut savoir qu'est-ce qu'il a eu. Qu'est-ce qu'il a eu? On ne peut pas savoir, la personne est morte comme ça, oui, on n'en parle plus. Moi, mes enfants, je leur explique que j'ai ça comme problème. Je leur montre mes résultats. Quand j'ai rendez-vous, je leur dis, ah, j'ai rendez-vous avec le médecin, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Pour les préparer déjà psychologiquement, et ça peut peut-être les aider, je ne sais pas. Moi, par rapport à la maladie de ma mère, le peu que j'ai vu avec elle, quand j'ai su que j'ai eu déjà le cancer, après qu'on m'a dit la tumeur, j'ai des souvenirs qui sont revenus et c'est là où l'image que je garde d'elle, malgré sa maladie, elle était très 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 faible. Elle avait toujours le sourire, elle blaguait tout à la maison, elle faisait la cuisine, elle faisait comme si elle n'était pas malade. C'est pas évident. C'est pas tout le monde qui peut gérer cette situation. Il y a des gens qui vraiment ils voudraient bien, mais le fait d'y penser, ça les brise, ça les casse. Mais chacun a sa manière de gérer la maladie. C'est ça. Chacun a la manière de gérer sa maladie.
Alors, je vous rappelle que vous êtes dans votre émission « Et si on en parlait ?» et pour ce numéro, nous parlons des familles des personnes malades du cancer. Et nous avons 3 invités sur le plateau qui ont bien voulu être présents justement pour en débattre. On sait que l'irritabilité, un état dépressif accompagne souvent les malades du cancer, mais c'est aussi l'expression de la souffrance intérieure des familles. Et justement, Dr Diop, on en parlait un peu avant. Vous aviez dit qu'il y a des groupes qui existent pour des paroles. Donc, est-ce que vous pensez que les familles de ces malades du cancer-là, ils sont bien sûr déjà soumis à ces difficultés psychologiques. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent justement s'exprimer, parler, parce qu'ils ont besoin de parler? Bien sûr. Avant de répondre à votre question, j'aimerais bien revenir sur ce qu'Émilie a dit tout à l'heure. Vous avez parlé d'une situation où en fait, j'ai trouvé intéressant en fait, la répétition. Vous avez dit vous-même que vous aviez perdu votre papa très tôt et que votre grand frère avait joué le rôle du papa. Et là maintenant, vous dites que ses enfants ont perdu leur papa très tôt et que c'est son petit-fils qui doit jouer le rôle du papa. Moi, j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas répéter. L'enfant, c'est un enfant. Il faut qu'il ait sa place d'être un enfant. Il ne faut absolument pas lui donner de la moindre responsabilité vis-à-vis de ses frères parce qu'il la prend et il la joue mal puisqu'il les frappe. Il joue au papa, sauf qu'il ne sait pas le faire. Et il exerce cette autorité mal parce qu'il se prend pour l'autorité et il exerce cette autorité sur ses frères. Lui ne grandit pas bien avec, les autres enfants ne grandissent pas bien avec. Ils vont intégrer, ils vont se souvenir très mal d'une image du papa qui sera déformée par le comportement du grand frère parce que le grand frère est le seul qui a une image très claire du papa parce qu'il est assez grand pour s'en souvenir. Et lui ne va pas bien grandir avec parce que quelque part il n'a pas tout à fait la capacité, il n'est pas assez grand pour comprendre ce qu'il fait. Les enfants ne sont pas assez grands pour pouvoir dire non, notre papa n'était pas comme ça. C'est un enfant, il faut que ça reste un enfant. C'est-à-dire, il faut pouvoir le discuter avec lui, mais en tant qu'enfant. Et le punir comme un enfant. Lui faire comprendre qu'il est un enfant et qu'il n'aura jamais le statut de père pour ses enfants. Ce n'est pas leur père, il ne sera jamais leur père. Votre grand frère était votre grand frère. Vous avez bien expliqué que ce sont vos sœurs qui se sont occupées de vous. Ce n'est pas lui qui a joué le rôle d'être votre père. Et il était là pour sa maman parce qu'il est resté son fils. Jusqu'à la fin, il se sentait en charge de sa maman, mais dans cette frustration et cette douleur-là qu'il a exprimée à la fin, on sentait bien que c'était la responsabilité vis-à-vis de sa maman qui le retenait et que ça lui faisait mal. Cette douleur-là, on ne va pas la reporter sur une génération supplémentaire. Ce serait dommage que ce petit-là, il porte cette charge. Parce qu'en plus, sa maman n'étant pas proche, il est responsable d'autres enfants et il est l'homme de la maison, entre guillemets. C'est bien aussi que vous ayez essayé de faire venir l'autre frère pour déplacer cette responsabilité sur un autre homme. Mais moi je pense que dans ce genre de contexte, ce qui est bien, c'est de lui apporter le soutien d'autres grands frères, d'autres frères de son père qui, eux, au niveau des générations, sont à la place de son père. Pas un grand frère, un oncle. Un oncle, il est une génération au-dessus de lui. Il peut jouer le rôle d'un père pour lui. Il n'est pas son grand frère. Donc cet oncle-là, il peut parler avec lui, il peut le coacher, mais il faut qu'il prenne la responsabilité d'être son... Non, il n'est pas son père, mais d'être une figure paternelle pour lui, mais pas un grand frère. Il n'est pas un grand frère pour lui, et lui, il est le grand frère de ses petits frères. Ils sont tous des enfants. Des enfants, effectivement. Et ça, c'est très important à noter. Lorsqu'on donne une responsabilité, on donne des droits et des devoirs. Dans cette valise, chacun met ce qu'il veut. Et le problème, c'est les conséquences des gens qui se retrouvent à transporter cette valise-là tout au long de leur vie. Maintenant, pour répondre à votre question, je sais que l'association House of Peace and Sharing s'occupe beaucoup du cancer du sein et du cancer de col de l'utérus. Et je sais qu'elle organise des groupes de parole. Mais si vous voulez, je pourrais vous partager le contact de cette association parce qu'elle organise chaque année un séminaire où il y a des personnes qui font partie des groupes de parole, qui viennent et qui s'expriment sur leur histoire, sur leur vécu, et ils organisent des groupes de parole, des journées de sensibilisation. Et je pense que de ce type de groupe-là, dans ce type de groupe-là, il y a des personnes qui, en ce moment, sont en train d'accompagner des personnes qui ont vécu ces maladies-là et ils ont besoin de savoir comment vous avez traversé cette expérience parce qu'ils souhaiteraient avoir l'avis de quelqu'un qui l'a vécu avant eux pour savoir comment on revient d'une expérience comme celle-ci. On a besoin de savoir comment on revient d'une expérience comme celle-ci quand on fait ce voyage-là. Et également, pour pouvoir discuter avec des personnes qui
ont été malades et s'en sont sortis parce qu'il y en a. On a l'impression que ça n'existe pas, mais il y en a. Et vous avez eu raison de signaler le fait que la maladie est taboue parce que donc, même les gens qui ont été malades n'en parlent plus. Et donc, on a l'impression qu'ils n'existent pas en fait. Donc, on se dit, tous ceux qui sont malades, ils sont morts. Parce que personne qui est malade n'a dit qu'il était malade. Ce n'est pas vrai. C'est vrai, effectivement. Les gens, ils sont revenus, ils sont vivants, ils vivent une vie normale. Mais ils se fondent dans la masse et n'en parlent plus. Parce qu'on a l'impression superstitieuse que si on parle du cancer, il va revenir. C'est pas le cas. Hein. On peut ne rien dire sur le cancer toute sa vie et l'avoir quand même. Alors, il n'y a pas de raison que si on en parle, il revienne. C'est une superstition qu'on a. Effectivement. Docteur Diop, qu'est-ce que vous pouvez dire, par exemple, dans le cas de Ibrahim, qui a cette double souffrance d'avoir perdu sa mère, justement, de cette maladie-là, très jeune, et lui-même de souffrir d'une maladie, il ne peut pas se traiter actuellement parce qu'il est en attente de ses résultats. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à lui? Eh bien, je pense que déjà, vous avez beaucoup de courage d'avoir traversé. Vous avez bien pointé du doigt les différentes étapes que ça a causé dans votre vie et le manque d'accompagnement dont vous avez fait l'objet. C'est très dur, je pense, d'avoir réussi à mettre le doigt dessus, de pouvoir avoir ce regard rétrospectif sur le passé et se dire voilà ce que j'ai traversé, voilà d'où je viens. Je pense que c'est important de pouvoir transmettre ça, parce que le plus important, c'est transmettre. Vous avez parlé de la transmission, vous avez dit ma maman, ce qu'elle nous a transmis, c'était sa joie de vivre. Et elle était là, elle avait la joie de vivre. Mais ensuite, quand elle est partie, c'était le silence. Il n'y avait plus rien comme information, comme message. Et c'était tellement dur de perdre cette joie de vivre-là que peut-être le silence l'a remplacé en fait. Et votre papa, il était tellement avec sa souffrance qu'il n'était pas disponible pour affronter ce deuil-là. Et le fait de ne pas en parler, c'était comme si on ne touchait pas à la boîte où il y avait le problème. Et donc, malheureusement, elle était là, grosse au milieu de la pièce. Tout le monde passait autour, mais personne ne pouvait l'ouvrir pour l'affronter. Et vous en avez fait les frais et c'est triste, mais je trouve que vous, en termes de transmission vis-à-vis de vos enfants, vous êtes en train complètement de contrebalancer cet effet-là et vous transmettez complètement autre chose, quelque chose que vous avez reconstruit à partir de la source, à partir du souvenir que vous avez de votre mère et pas à partir de l'absence. Et ça, c'est très bien. Je trouve que c'est la meilleure manière, déjà moi, de m'aider, de gérer ma maladie et de peut-être calmer je sais pas calmer, mais je sais pas comment expliquer, quel terme utiliser, mais voilà, mettre mon entourage à l'aise pour qu'il ne soit pas trop stressé, voilà, trop stressé peut-être par rapport à ma maladie, parce que j'ai un cousin, dès qu'il me voit, la première des choses, voilà, chaque jour il m'appelle, comment tu vas, t'as bien dormi? Je dis oui, moi ça va, super bien. Et j'ai fait ça, j'ai fait ceci, j'ai fait truc et tout, ça va très bien. Je me porte à merveille, juste pour lui faire comprendre que ça va. Ça me fatigue, à tout moment, je discute avec vous, mais ça me fatigue, mais je n'essaie pas de montrer aux gens que, voilà, c'est quelque chose qui est là, essayons de vivre avec, et on laisse tout entre les mains du bon Dieu. Il y a des gens qui c'était pire, ils s'en ont sortis, ils n'ont plus de séquelles, ils n'ont pas eu de problème, ils n'ont pas eu de rechute, mais pourquoi pas moi? Donc j'ai toujours positivé, Et vivre à travers l'expérience. À fond la question. À travers l'expérience, pas avant ou après. À travers l'expérience, il faut vivre dans le quotidien, même dans le deuil, même dans la difficulté, même quand on affronte la situation, prendre la demi-journée pour faire son soin, mais l'après-midi, faire une activité. Sinon, faire quelque chose avant, après, pour donner l'impression que la vie continue. Pas qu'il y ait une interruption totale de la vie sociale, de la difficulté, parce que beaucoup de personnes disent quand on a eu cette expérience, quand ils ont eu un enfant ou un parent malade à domicile, ils disent on ne voulait plus que les gens viennent chez nous parce qu'on ne voulait pas qu'ils viennent et qu'ils aient pitié de nous, donc on n'invitait plus personne. Tous les gens qui disaient qu'ils voulaient venir, on a inventé une excuse. Ne venez pas aujourd'hui, donc on fera la prochaine fois. Et donc quelque part, la famille s'est trouvée complètement isolée et même eux, en fait, ça leur faisait du bien de voir toutes ces personnes, d'avoir une vie sociale, de sortir, de faire des choses. Et le fait de ne pas faire ça a fait que quand ils se sont retrouvés seuls, ils étaient devenus tellement loin et tellement isolés par rapport à tous ceux qu'ils connaissaient que la souffrance était encore plus lourde à porter. Lourde à supporter, oui, effectivement. Émilie, est-ce que vous avez une question à poser à Dr Diop? Moi, ce que je voudrais savoir, est-ce que, comme elle a dit, bon, moi je me disais que peut-être qu'on aurait besoin, bon pas moi, mais ma mère par exemple, elle aura besoin peut-être d'un suivi
psychologique ou bien d'un psychiatre ou bien d'un psychologue. Bon, est-ce qu'elle pense pareil ou bien est-ce que pour l'instant on la laisse faire son deuil en fait? Je pense que si jamais on a accès et que la personne qui souhaite ou dont on pense qu'elle a besoin de parler a formulé la demande, je voudrais aller voir quelqu'un pour parler de ça. Ou alors qu'on lui a proposé, est-ce que tu penses que si tu allais voir quelqu'un, tu irais mieux? Qu'elle a répondu positivement, je pense que c'est une demande à mettre en place. Par contre, si la personne, vous sentez qu'elle a envie juste de parler avec quelqu'un, en général, un proche, pour une personne âgée, un proche qui vient tous les jours, par exemple une sœur, une cousine, une voisine, te faire la conversation et parler d'autre chose. Parler d'autre chose qui n'a rien à voir avec son frère, peut aider pour démarrer des conversations. Et ensuite, elle dira des choses. Quand elle sera ouverte et qu'elle pensera qu'elle pourra attaquer ce deuil, elle s'ouvrira à ça. Parce que quand on est tous ensemble dans une situation et qu'on doit tous traverser ce deuil ensemble, en général, c'est quelque chose qu'on partage. On en a parlé entre nous, on l'a vécu ensemble. Et donc, on est dedans. Tout le monde est embarqué dans cette situation. Or, on a besoin peut-être de casser avec ça et de regarder la vie d'une autre façon, de sortir de ce cadre-là et ensuite peut-être qu'elle s'ouvrira à parler de ça avec quelqu'un d'autre parce que aborder cette question avec un de ses enfants, c'est difficile parce que ça lui fait dire des choses qui vont rendre l'enfant triste, ça lui fait être mal à l'aise au niveau... Je donne un exemple, quand on a traversé une maladie aussi difficile, on a tendance à se dire pourquoi Dieu nous a fait ça, ce n'est pas juste. On n'a pas forcément envie de dire ça à quelqu'un autour de nous parce qu'on est coupable de dire des choses comme ça. Et donc on ne se laisse pas aller à dire vraiment ce qu'on pense. Chez un professionnel, oui, ça serait possible d'avoir ce type de discours, mais il faut vraiment lui proposer. Et si jamais elle dit qu'elle n'est pas prête, lui laisser le temps. D'accord. C'est bon? Oui, c'est bon. Et vous, Ibrahim, est-ce que vous avez une question à poser à Dr. Joe? Non, bah, je sais pas, dans mon cadre, je sais pas, comme j'arrive à gérer, peut-être si vous avez des conseils à donner, voilà, on apprend toujours, ça peut toujours servir. Donc, mais sinon, voilà, pas vraiment. Docteur Joe, justement, est-ce que vous avez un conseil à donner justement à toutes ces personnes-là qui entourent des personnes malades et qui en souffrent aussi? En fait, oui, je pense qu'on a différemment abordé cette question au cours de cette émission. Ben oui. Je pense que la personne malade, elle a envie de voir ses proches vivre. Que le fait qu'ils s'arrêtent tous de vivre, c'est encore plus une souffrance pour elle. Vous l'avez clairement exprimé par rapport à votre frère. La personne malade, elle a envie de voir ses proches vivre, ses enfants grandir. Elle n'a pas envie d'être arrêtée dans le temps et de les arrêter eux dans le temps. Elle a envie de faire partie du mouvement, de vivre avec sa famille autant de temps qu'elle pourra et dans les meilleures conditions. Et c'est ce que tout le monde souhaite, on touche du bois, tout le monde, que Dieu nous permette de pouvoir vivre longtemps encore ensemble. Mais comme je l'ai dit, la mort, ça fait partie de la vie. On est tous à égale distance de la mort. On n'a pas besoin d'être malade pour mourir. Tout le monde va mourir un jour. C'est la fin normale des choses. De toute vie, la vie, c'est précieux parce qu'il y a la mort. Sans la mort, la vie n'a pas de sens. Donc, c'est important de garder le plaisir de vivre ensemble. Merci beaucoup pour ce conseil. Je vous en prie. Et aussi, pour terminer, Émilie, Ibrahim, je vais vous laisser aussi dire un mot d'encouragement, un conseil aussi pour la fin. Mon conseil, je vais plutôt le donner aux jeunes. Parce que pour le cas de mon frère, lui, il fumait beaucoup, honnêtement. Il a commencé à fumer depuis son adolescence jusqu'à sa maturité. Et on peut dire qu'à 80 ou 90%, c'est ça qui est la cause du tumeur. Parce qu'il avait un cancer du poumon. Donc, aux jeunes, arrêtez de fumer, en fait. Non seulement vous gâtez votre santé, mais il y a des conséquences au-delà de vous. Il y a des conséquences avec votre famille, votre entourage, avec vous-même, vous vous détruisez en fait sans même le savoir. Après, quand vous tombez malade, vous allez vous sentir coupable. Parce que lui, il se sentait coupable. Parce qu'honnêtement, on s'est battu pour qu'il arrête de fumer. On a tout fait. Mais bon, il s'entêtait de continuer. Maintenant qu'il est tombé malade et qu'il était obligé d'arrêter, il se sentait coupable. Donc, il ne faut pas en arriver là. Il faut arrêter. Et aussi aux personnes, si on vous dépiste d'une maladie, allez vous soigner honnêtement. Des fois, les moyens, honnêtement, ça manque. Parce que c'est une maladie qui est très, très, très coûteuse. Mais essayez d'aller vous soigner. Le cancer, ça se soigne. Je peux prendre l'exemple d'une tante qui avait et le diabète et une hypertension et qui avait un cancer du poumon.
Et en plus, elle était assez âgée et elle était dans la soixantaine. Si je vous dis qu'elle est guérie et qu'actuellement elle est avec sa famille et tout, donc le cancer, ça se soigne. Il faut y aller très tôt et voilà, faire ce que les médecins vous disent. Et bon, ça ira, Inch'Allah. Merci beaucoup pour ce conseil. Et vous, Ibrahim? Mais moi aussi, dans le même ordre d'idée, si une personne sent qu'elle a un problème, suivre le traitement. Et en fait, le cancer, c'est pas une malédiction. Ça peut arriver à tout le monde. Personne ne souhaite que quelqu'un tombe malade. Mais dès l'instant où on sait que ça a été détecté, comme vous dites, ça coûte très cher. Ceux qui n'ont pas les moyens, vraiment, j'ai vu des cas à l'hôpital, ça fait mal au cœur. Je ne sais pas, peut-être l'État, il y a de bonnes volontés qui viennent de temps en temps dans les hôpitaux, qui laissent de l'argent, qui demandent les médecins, telle personne, qu'est-ce qu'elle a. Parce que j'ai eu à voir ça, des gens qui ont de bonne volonté. Ils sont anonymes, ils déposent de l'argent, on fait des traitements, surtout quand c'est des personnes âgées, quand c'est des enfants, mais il y a des gens, beaucoup de personnes qui n'ont pas les moyens, ne serait-ce que de s'acheter que le flacon de perfusion, le flacon. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais moi, ce que j'ai dû acheter, j'ai une prise en charge, mais il y a certaines choses que je dois obligé d'acheter. Ça fait plus de 100 et quelques mille. Et imaginez qu'il faut le faire tout le temps, s'il y a la chimio, comme vous avez dit. C'est pas évident. Si quelqu'un, dès l'instant où on a décelé quelque chose, suivez le traitement, n'ayez pas honte d'en parler. Ce n'est pas une malédiction. C'est tout à fait normal. Je vous dirais peut-être même que c'est dans l'ordre naturel des choses. On peut marcher, se casser la jambe, voilà. On peut, du jour au lendemain, avoir une tumeur, avoir un cancer. Faites le traitement, n'ayez pas honte d'en parler, ça aide et ça soulage, franchement. Et après, voilà, comme on dit, on laisse entre les mains du bon Dieu. Voilà. Merci beaucoup pour ce conseil. Le cancer tue, mais dépisté à temps, on peut le soigner. Selon le Globocan 2020, sur les plus de 16 millions d'habitants au Sénégal, on compte 11 000 personnes atteintes de cancer et 7 000 décès. Le dépistage sauve. Nous avons eu le plaisir de partager ce plateau avec 3 invités. Le docteur Soukaina Diop, qui a été sur ce plateau avec nous. Nous vous remercions beaucoup d'avoir accepté cette invitation malgré un emploi de temps chargé. Je vous en prie, merci à vous. Merci. Et nous avons aussi eu 2 invités qui ont accepté avec courage de venir ouvrir ces plaies du passé que nous remercions infiniment. C'est partagé, merci. Alors, chers téléspectateurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser des mots d'encouragement et des commentaires sur nos différentes plateformes. Et nous remercions aussi cette équipe formidable de la WF1 TV, grâce à qui nous avons tourné cette émission. Et quant à vous, nous nous disons à la semaine prochaine pour un autre numéro.